Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Caporal Dick. À ma femme, qui m'a donné la volonté de tenir et de résister jusqu'au bout. Avant-propos. Le récit qui suit est la relation véridique de ce que fut ma vie, une triste vie, entre le 23 novembre 1943 et le 18 mai 1945. J'affirme l'authenticité des faits que je relate, bien que certains soient entourés d'une infime partie de fiction. J'ai travesti le nom de la plupart de mes personnages, et j'ai décrit certains d'entre eux tels que j'aurais souhaité qu'ils fussent et non exactement tels qu'ils furent. Toute ressemblance avec des personnes vivantes ou ayant existé n'est donc pas fortuite. Le caporal Richard Wilcox, Dick pour les amis, dont j'ai fait le personnage central de mon récit n'est pas un mythe. Dans les affreuses souffrances physiques et morales que j'ai connues à Auschwitz, Dick m'a apporté un peu de réconfort, beaucoup de rêves et la sensation d'exister encore en me traitant comme un homme. Ce sont les raisons pour lesquelles mon récit est devenu un roman. Dès la première page de ce livre, j'ai indiqué qu'il était dédié à ma femme, car au-delà des kilomètres et du monde qui nous séparait, c'est en pensant à elle que j'ai trouvé la force de résister jusqu'à la fin de l'épreuve pour la retrouver. Après l'infernale captivité que j'ai subie, dès que j'ai retrouvé la possibilité de lire, ma femme m'a remis le plus beau, le plus touchant des gages d'attachement, d'amour et de confiance que je puisse imaginer. Les centaines de lettres qu'elle m'a écrites pendant mon absence et qu'elle a conservées pour me les remettre à mon retour. Rien n'est donc plus normal, qu'à mon tour j'écrive pour elle ce que furent les 540 jours que j'ai passés hors du monde des vivants. J'ai contracté dans les camps de la mort la même affection que celle qui rendit aveugle le grand historien Augustin Thierry, et l'obligea à dicter à sa fille les récits des temps mérovingiens. Avec l'aide de Dieu, j'ai pu manuscrire les pages qui suivent. Qu'il en soit remercié. Lucien Elkind. Chapitre 1. Dieu est avec nous, disent les anciens, ceux qui sont là depuis 2 ou 3 ans, ceux qui ont fait surgir des marais l'ensemble concentrationnaire d'Auschwitz. Ils ont connu des hivers d'une implacable rigueur et le froid. Le terrible froid de Pologne a certainement fait parmi eux autant de victimes que la cruauté des nazis. Ils proclament cette protection divine, mes nouveaux camarades, parce que ce mois de décembre 1943 est particulièrement doux et clément. La température doit osciller autour de 0 degré car des toits couverts de neige des baraques du camp descendent de longues stalactites de glace. Il est de fait que, malgré la légèreté de mon uniforme rayé de bagnard, je ne souffre pas trop du froid. L'envie me démange de dire ce que je pense, mais je m'estime trop nouveau et j'hésite à m'exprimer dans un allemand un peu incertain. Pourtant je le leur dirai un jour s'ils persistent à se croire protégés, à ces pauvres types que si Dieu était avec nous, nous ne serions là ni les uns ni les autres. Il y a 3 jours que je suis dans ce camp de travail d'Auschwitz, l'Arbeitslagerbühne Auschwitz ou Auschwitz III. Un camp de travail régi par les SS et en toute logique, un camp de travail forcé donc un bagne. Quiconque ici aurait-il tendance à l'oublier que tout le lui rappellerait, les barbelés électrifiés, les miradors équipés d'un phare et d'une mitrailleuse, le chemin de ronde que des SS armés parcourent à tout moment et surtout, cette population de milliers d'êtres hâves et décharnés qui furent des hommes et ne sont plus que des bagnards au crâne tondu, au regard furtif constamment frappé de crainte et au maigre corps flottant dans l'uniforme de mauvaise étoffe rayé de bleu et de blanc. Et moi aussi je suis un bagnard. Un bagnard qui, ce lundi 13 décembre 1943, va pour la première fois connaître les travaux forcés. Je suis sur la place d'appel au moment où va poindre le jour, un jour blafard et jaunâtre sous un ciel bas et lourd de neige et de fumée. Une fumée noire à l'odeur de chair brûlée que crachent les cheminées des crématoires de Birkenau, le Vernichtungslager, le camp d'extermination d'Auschwitz. Une fumée jaune qui vient de l'usine Buna de Liger. Farben que tout à l'heure je vais connaître. Une fumée qui entretient sur l'usine et sur le camp une senteur persistante et curieuse de sardines à l'huile de mauvaise qualité. L'atmosphère est tant imprégnée de cette saveur que j'ai eu la désagréable surprise de constater, peu après mon arrivée à Auschwitz, qu'une stalactite de glace que je suçais pour me désaltérer avait ce goût bizarre. Autour de moi l'agitation est grande. Les gens courent dans tous les sens pour gagner l'emplacement de leur commando et ils s'interpellent dans la plupart des langues européennes où cependant domine la langue officielle, l'allemand, puis le polonais et le yiddish.
Comme les nouveaux arrivants affectés au commando 147, j'ai suivi le capot Pawlek, un Polonais détenu politique, et je n'ai plus qu'à attendre l'ordre de mise en marche. Ils sont des milliers autour de moi mais je ne les vois pas, je ne les entends pas, je suis seul dans la foule et je me laisse aller à mes pensées. Comme les séquences d'un film d'amateur pris à 16 images secondes et projeté à 24 images secondes, elles se succèdent, mes pensées, bout à bout, sans transition, avec des allures accélérées et des gestes saccadés. Je me revois dans ce petit village de Lorraine, au garde-à-vous devant le chef d'escadron de Villette. D'une voix hachée, il achève de lire ma citation, jeune officier de valeur ayant toujours mené à bien les missions qui lui ont été confiées, et particulièrement dans la nuit du 16 au 17 juin 1940, a assuré, sous le feu de l'ennemi, avec beaucoup de dévouement et de sang-froid, la dernière évacuation des blessés civils et militaires de l'hôpital de Toul jusqu'à Épinal, réussissant les sauver tous. Aux armées le 20 juin 1940. Puis il épingle sur ma poitrine la croix de guerre. Aussitôt après, c'est l'Oflag 17A en Autriche, qui est aussi un camp entouré des mêmes barbelés, surveillé par les mêmes miradors, où sont alignées les mêmes baraques de bois mais tellement différents d'Auschwitz. Les prisonniers, tous des officiers, n'y avaient rien perdu de leur dignité et de leur personnalité. Tous les matins les sentinelles de braves territoriaux autrichiens saluaient et nous appelaient « Monsieur ». Le chef de bloc, le sympathique Hauptmann Pump, faisait de louables efforts pour parler français. Je ne peux réprimer un sourire en évoquant la distribution des cartes de correspondance et sa recommandation de n'écrire que sur les 5 lignes tracées. Comme nous protestions, il a seulement dit avec une ineffable expression « Messieurs, ce n'est pas la longueur de la correspondance, c'est la densité des sentiments. » Et dans cette atmosphère bon enfant s'écoulait ma vie de prisonnier de guerre, occupé par les conférences, les cours, les bridges et la mise sur pied de spectacles récréatifs. Un jour, un ordre de la chancellerie du camp pria les officiers prisonniers pouvant se prévaloir de la qualité de sanitaire, de se faire connaître. La vie me laissa insensible, et ce furent les camarades de ma compagnie qui me pressèrent de déposer ma demande et pour preuve à l'appui, ma citation. J'étais incrédule, mais malgré mon scepticisme, le 3 février 1941, j'avais la joie de retrouver Paris, un Paris bien triste où les Allemands régnaient en maître. Puis mon petit cinéma intérieur saute sur ma première visite en compagnie de mon père à son ami le colonel Chazal, en vue de mon départ pour Londres afin d'y rejoindre les forces françaises libres. L'entrevue quelques semaines après avec le général Bertrand. « Jeune homme, nous n'avons pas besoin de vous en ce moment à Londres, vous avez mieux à faire à Paris. Dès maintenant, vous êtes agent de renseignement et membre des corps francs. Le colonel Chazal vous donnera vos instructions. Recommandation. Si par hasard vous me rencontrez dans la rue, pas de salut, pas de signe de reconnaissance. » Et vient la douce, la belle image d'Annie, l'image aimée d'Annie, mon rayon de soleil dans la terre grisâtre de l'occupation, mon tendre espoir pour des lendemains heureux. À la clandestinité de mes activités s'ajoute celle de mes amours, et chaque jour et chaque nuit il me faut me retenir pour ne pas hurler ma joie. Mais ai-je besoin de m'imposer cet effort quand elle se lit sur mes traits et qu'elle s'exhale par tous les pores de ma peau? C'est un peu comme dit Victor Hugo dans Les Misérables. L'idylle rue Plumet et l'épopée rue Saint-Denis. Il est vrai que dans ce Paris de la terreur brune, l'amour a une saveur particulière et chaque journée passée à s'aimer est une merveilleuse victoire sur l'ennemi. Et encore, quand au frisson de la volupté se mêle le frisson de la peur, l'union se trouve consolidée et renforcée par la communion des idées. Je pense qu'un amour construit sur de telles fondations est indestructible, et l'image d'Annie semble m'approuver. Ainsi va la vie, partagée entre la guerre et l'amour jusqu'en novembre 1943. Le colonel Chazal nous a demandé, à mon père et à moi, de déposer notre rapport sur l'important travail de renseignement qui nous avait été demandé. Le moment est peut-être maintenant venu d'être embarqué pour Londres, et nous attendons. Le 23 novembre à 6 heures précises, notre porte résonne de violents coups en même temps que retentit la sonnette. Police française, au nom de la loi ouvrez. Et nous ouvrons, car à tout prendre mieux vaut la police française que la police allemande. 2 jeunes policiers nous disent d'un ton glacial après vérification de notre identité : « Messieurs, vous êtes accusés d'activité gaulliste, habillez-vous et accompagnez-nous. » Ma mère proteste, supplie, offre de l'argent.
L'un des deux hommes semblait prêt à accepter, mais l'autre a ordonné à ma mère de s'habiller aussi et de nous accompagner. Quai des Orfèvres, on nous introduit dans le bureau du commissaire de police Calvin, qui s'exclame en reconnaissant mon père: « Léon, qu'est-ce que tu fous là ?» Pendant la guerre de 14 à 18, les deux hommes ont servi ensemble dans le même service du 2e bureau du camp retranché de Paris. Il nous laisse dans son bureau, promettant de voir s'il peut arranger ça. 1 heure plus tard, il revient, l'air sombre. « Vous avez fait les cons, dit-il, il faut que je vous envoie à la Gestapo avenue Foch. » Après un long silence, le visage du commissaire s'éclaircit et il a un geste que je n'ai jamais oublié et qu'un autre commissaire, de cinéma celui-là, a rendu célèbre. Il frappe des doigts de sa main droite dans la paume de sa main gauche et s'exclame: « Mais bon Dieu, vous êtes juif ? Je vais vous envoyer à Drancy. Les Allemands me foutront la paix et vous attendrez tranquillement que ça se passe. On ne déporte pas les Français. On ne déporte pas les Français. » Quelle dérision! Cependant, aujourd'hui encore, j'ai la conviction que le commissaire Calvin était sincère, mais qui le saura puisqu'il a été fusillé à la Libération. En un flash rapide passe la nuit passée au dépôt dans une cellule où mon père et moi nous trouvons avec des truands sympathiques, un faux policier spécialisé dans le BOF et 2 souteneurs en rupture d'interdiction de séjour, des tricards. Ils nous parlent gentiment et vident avec nous les paquets de cigarettes qu'ils ont réussi à passer avec eux à la fouille. Ma dernière vision du Paris occupé, je l'aperçois à travers les ouïes du panier à salade qui nous mène de la conciergerie à Drancy. Assis sur la stalle oblique, je vois défiler le quai de l'Horloge, la place du Châtelet, le boulevard de Sébastopol, la gare de l'Est, le faubourg Saint-Martin, et partout les pancartes qui flèchent les itinéraires à l'intention des Allemands. À l'arrivée au camp de Drancy, pas un seul Allemand, pas un seul garde-mobile français. Dans leur machiavélisme, les SS ont confié la gestion du camp à des internés français juifs qui s'accrochent à tout prix à leurs privilèges. Ces fonctionnaires zélés persuadent, dès l'arrivée d'un fourgon cellulaire, les nouvelles recrues de leur confier argent, bijoux et valeurs avec, bien entendu, la promesse formelle de restitution au retour. Au retour. Dans la crasse, la pouillerie, la promiscuité de Drancy, tout sent l'intrigue, la coterie, la combine. Les SS fixent les dates de déportation et le nombre de victimes à déporter, et c'est ensuite aux zélés auxiliaires de réunir le nombre voulu à la date prescrite. Bien sûr, priorité est donnée pour le grand départ aux Juifs étrangers. Si le nombre n'y est pas, on envoie en ville des missionnaires chargés de convaincre les familles de rejoindre à Drancy un être cher qui vient d'être arrêté. S'il en manque encore, on désigne des Français et en cas de pénurie, comme ce fut le cas le 7 décembre 1943, on n'hésite pas à compléter la liste avec des demi-juifs, des conjoints non-juifs et même des chrétiens dont le cas est en instance de vérification. 2 impératifs sont à respecter. D'abord le nombre fixé, et ensuite et surtout ne pas risquer de faire compléter ce nombre par des fonctionnaires prêts à toutes les bassesses pour s'accrocher à ce morceau de territoire qui est encore la France. L'image saute sur l'horreur, sur l'effroyable, l'hallucinant voyage de 3 jours et 3 nuits de Drancevé-Bobigny à la gare de triage d'Auschwitz. 3 jours et 3 nuits de cauchemar pendant lesquels 120 personnes, hommes, femmes, enfants et vieillards enfermés dans un wagon à bestiaux, sans nourriture, avec un seau d'eau potable et un seau vide pour les besoins naturels. 3 jours et 3 nuits qui seront pour presque tous les voyageurs pour l'inconnu, le dernier voyage, celui dont personne n'est jamais revenu. Au petit matin du 3e jour, le train ralentit et par un petit trou pratiqué dans la paroi du wagon, j'aperçois une pancarte qui indique en allemand et en polonais le nom auquel depuis le départ je m'empêchais de penser, Auschwitz-Auschwietzim. Je reste abasourdi comme si j'avais reçu un violent coup sur la tête. Le camp de la mort d'Auschwitz, celui-là même que la BBC a décrit le 15 novembre 1943 dans son émission en français. Nous étions tous les 4 à la maison, mes parents, Annie et moi, et la description nous avait tant impressionnés que toute la soirée fut triste et mélancolique. Sur l'instant, je me réjouis avant tout que dans la soirée du 22 novembre Annie ait voulu voir ses parents, qu'elle ait couché dans sa chambre de jeune fille et que, de ce fait, elle ait échappé à l'arrestation. Dans le wagon, d'autres personnes ont lu le nom qui circule sur toutes les bouches. J'échange avec mes parents un long regard muet, qui est pratiquement le dernier. Le train s'est immobilisé, les portes s'ouvrent avec fracas et aussitôt un déchaînement de vociférations se mêle au cliquetis des armes. Raus.
Los. Schnell. Le train n'est pas à quai, et il faut sauter sur la voie. J'aide ma mère à descendre et je m'apprête à prêter assistance à d'autres dames, mais un violent coup de crosse dans les reins met fin à ma civilité. Nous gagnons un quai près duquel je me précipite sur une neige immaculée. Je m'en frotte les mains et le visage et j'en mange à pleine poignée. De petits hommes, curieusement vêtus et coiffés de tissus rayés bleu et blanc, prennent d'assaut le train que nous avons quitté et s'emparent de tout ce que nous avons reçu l'ordre d'y laisser. En les voyant, j'ai pensé tout d'abord à des gnomes ou à des valets de comédie, mais très vite j'ai compris que je voyais les premiers bagnards d'Auschwitz. Sur le quai, les SS nous entourent puis 3 de leurs officiers arrivent. L'un d'eux porte le caducée des médecins, et un autre annonce en allemand et en français que les dames vont être transportées en camion. Elles sont aussitôt entraînées par les SS et je capte de loin le dernier regard de ma mère, un regard d'adieu plein de tristesse car elle sentait bien, la pauvre, que nous nous voyions pour la dernière fois. L'officier SS prend à nouveau la parole et annonce que s'il y a des messieurs malades, âgés ou fatigués, ils peuvent aussi prendre les camions, et que les autres feront à pied 3 kilomètres. Des dizaines d'hommes se détachent des rangs et partent vers les camions, puis les SS nous font aligner par rang de 5. Les 3 officiers passent dans les rangs, et cette fois c'est le médecin qui désigne des hommes qu'il fait ranger à droite puis monter dans le camion. Mon père est parmi eux et me crie en partant « À tout à l'heure ». Lui aussi, je le voyais pour la dernière fois. Nous restons là, environ 2 à 300 hommes à piétiner dans la neige mais l'air froid et vif nous décrasse les voies respiratoires encore tout imprégnées des odeurs fétides des wagons. Cependant nous pourrions, comme l'a dit l'officier, aller à pied vers notre point de destination mais bien sûr, les rangs sont silencieux, personne ne se hasarde à émettre une observation. Chacun de nous, ou presque, a vu partir un être cher et ressent confusément une irrépressible inquiétude envahir tout l'être. Un de nos compagnons dont la langue maternelle est l'allemand, a posé une question à l'une des sentinelles. Pour toute réponse, il a reçu une gifle magistrale qui a projeté ses lunettes à 6 pas. Avant qu'il ait eu le temps de les ramasser, l'Allemand les avait écrasées du pied. Un bruit de moteur annonce le retour des camions, et à grand renfort de vociférations et de coups de crosse de fusil nous y prenons place. 50 hommes debout serrés sur un petit plateau à ridelles. Pourvu que le chauffeur ne prenne pas trop vite les virages. Mais alors que signifiait cette promesse de promenade ? Les camions longent un camp de prisonniers qui paraît désert, mais avec son décor habituel, baraques, miradors, barbelés. De l'autre côté de la route un autre camp tout semblable mais là, des femmes en haillons nous interpellent en russe. Ce sont des Ukrainiennes, dit un Polonais. Le camion côtoie à présent un immense complexe industriel, long de 4 ou 5 kilomètres, qui me fait penser tout d'abord à une usine à gaz avec ses énormes réservoirs ou à une raffinerie de pétrole avec ses titanesques serpentins et ses détendeurs. La plus grande activité y règne, la vapeur, la fumée fuse de toutes parts et une foule nombreuse s'agite dans tous les sens. Enfin les camions pénètrent dans un camp propre et calme. De part et d'autre d'une large allée centrale, une 50aine de baraques sont alignées et vers le milieu s'étend une vaste place nue et vide. Les camions poursuivent leur route et stoppent devant une petite cour enneigée encaissée entre les baraques. C'est à nouveau le concert de cris et d'insultes et pendant que les camions s'éloignent, j'attends, le cœur battant, la suite des événements. De la seule porte donnant sur cette cour, sort un homme de haute stature et de carrure athlétique, vêtu de l'uniforme rayé des bagnards et portant sur le bras gauche un brassard noir frappé des 2 lettres blanches KB. Il se présente, Dr Orsin de Paris, mais les paroles d'accueil que j'attendais sont aussi peu amènes que peu encourageantes et il nous donne l'ordre de nous dévêtir entièrement, comme des vers, précise-t-il, et de déposer en tas devant nous nos vêtements et de ne pas tenter de dissimuler quoi que ce soit. L'attitude, la voix et le comportement de ce compatriote me sont très antipathiques, néanmoins j'obéis à ses ordres et je dépose devant moi les chauds vêtements dont j'avais eu soin de me vêtir. Le docteur lance un nouvel ordre. Ceux qui portent des lunettes peuvent les conserver et garder aussi les chaussures mais pas les chaussettes. Voilà, me dis-je, une belle occasion dont je vais profiter. De la poche intérieure de mon veston, j'extrais mon livret matricule d'officier qui m'avait été confié par mon chef de corps en juin 40, ainsi que les photographies de mes parents et de ma femme, et subrepticement je glisse le tout dans mes chaussures. À peine ai-je jeté un regard à mes précieuses reliques qu'un SS, surgit je ne sais d'où,
se précipite vers moi et m'assène une succession de coups de poing et de coups de pied qui, heureusement, ne m'envoient pas au tapis. Je suis dans la plénitude de mes 30 ans et tout en muscles. Certains camarades ont dû avoir la même idée que moi, et je vois leurs corps nus étendus sans connaissance dans la neige. Comme par enchantement, les SS ont disparu et Orsin, un sac de toile à la main, passe dans les rangs et demande à voix grave que lui soit remis montre, briquet, stylo, alliance, tabac et cigarettes. Je possède tout cela, mais après la perte inestimable que je viens de subir, je n'ai nulle envie d'enrichir celui qu'à tort ou à raison, je considère comme le traître qui m'a désigné à la sauvagerie des SS. J'ai encore à mon poignet gauche ma montre-bracelet, je la dégrafe, et quand le médecin passe près de moi, son sac ouvert, je la laisse tomber à terre. Un à un, nous pénétrons dans le petit bâtiment et nous nous trouvons dans une salle de douche. L'émission de la BBC sur Auschwitz me revient à la mémoire. Des pommes d'arrosage fixées au plafond, va-t-il sortir un gaz mortel ? Non, mes craintes sont vaines, c'est une eau chaude et bienfaisante qui est la bienvenue après l'internement à Drancy et le diabolique voyage. Il n'y a ici ni savon ni serviette, mais le bâtiment est surchauffé et les épidermes sèchent assez vite pendant que nous nous rangeons en file indienne par ordre alphabétique. Dans la pièce voisine, on procède au tatouage des numéros sur les avant-bras. 2 tatoueurs opèrent, l'un tatoue les numéros pairs, l'autre les numéros impairs. Je ne pensais pas que cela pût se faire aussi vite, et c'est presque mon tour. Le camarade qui me précède a tendu son bras et l'artiste pique sa plume avec rapidité. Tout à coup il s'exclame « Merde !» Je me suis gouré. À n'en pas douter, c'est un Français. Il a répété le numéro qu'il avait inscrit sur le bras de son précédent client. Alors sans se démonter, il tire un double trait sur le numéro erroné et se met à tracer dessous le nombre exact. Quand mon tour arrive, je recommande la plus grande attention au dessinateur qui trace sur mon avant-bras un 167 499 qui n'a rien d'artistique. Le tatoueur est parisien, et bien qu'il soit peu disert, il consent à me donner la signification des initiales KB qui m'intriguent depuis que je les ai vues sur la manche du docteur Orsin. KB, c'est l'abréviation de Krankenbau, l'infirmerie. De là, je passe entre les mains d'un coiffeur qui me passe le crâne à la tondeuse mais qui, avec le même instrument, supprime de la tête aux pieds tout ce qui ressemble à un poil. Puis un autre officiant, armé d'un gros pinceau à long manche qu'il trempe dans une sorte de pétrole, loin de son instrument d'un geste automatique, les aisselles, le pubis et termine par une onction rapide entre les fesses. L'opération est désagréable et cuisante, et j'ai hâte de revêtir au moins une chemise qui me permettra de m'essuyer un peu. La séance d'habillement est rapide. Je reçois comme chacun une chemise, un pantalon et une veste. Les pieds nus dans mes chaussures de chasse, je me rends au fond de la salle où attendent ceux qui ont déjà subi les épreuves préliminaires. Près d'une fenêtre, le docteur Orsin fume une cigarette. Je m'approche de lui, et lui demande s'il peut me dire ce que sont devenues les autres personnes qui faisaient partie du voyage. Il a pour moi un regard méprisant, m'attire vers la fenêtre et me désigne du doigt 2 hautes cheminées qui crachent une épaisse fumée noire et laisse tomber très sèchement ces mots. Ils sont là-haut. Les coups sauvages que tout à l'heure j'ai reçus du SS m'ont fait moins mal que les 3 mots du médecin. Un voile noir se dresse devant mes yeux, je me sens pâlir, la sueur perle sur mon front et mes jambes fléchissent. Je m'appuie contre un mur et je reste aveugle, sourd et muet jusqu'au moment où Orsin prend la parole. Ici vous êtes à Auschwitz III au camp de travail de Monowitz. À partir de lundi vous serez au Goubeut, et rappelez-vous que celui qui travaille mange et vit. Celui qui ne travaille pas doit crever. À partir de maintenant, oubliez qui vous êtes et qui vous avez été. Oubliez même votre nom, vous n'en avez plus besoin. Votre identité c'est le numéro tatoué sur votre bras. Pour toutes les distributions de nourriture ou de vêtements, vous devez montrer votre matricule. De même si un SS, un Mester ou un capot vous demande qui vous êtes. Maintenant, je vous signale qu'on ne s'évade pas d'Auschwitz. Tous ceux qui ont essayé ont été repris et exécutés. Le camp est entouré de barbelés électrifiés à haute tension. Et rappelez-vous, on entre vivant à Auschwitz mais on en sort seulement par la cheminée. Maintenant, on va vous conduire à votre baraque. Et pensez à ce que je vous dis, on ne sort pas vivant d'Auschwitz. La plupart de mes compagnons sont abattus et sans voix, beaucoup pleurent silencieusement ou sanglotent, d'autres prient. Le discours de la brute a eu sur moi un effet vulcanisant.
S'il n'avait rien dit, je me serais probablement laissé aller comme les autres au désespoir, mais je sens maintenant bouillonner en moi la haine, la colère et une volonté farouche. La volonté de résister de toutes mes forces, la volonté de revoir Annie, la volonté de revoir ma France et mon Paris. On ne s'évade pas d'Auschwitz. Qui sait? Un chef de baraque nous a pris en charge, et nous longeons la limite grillagée du camp. Je marche parmi les premiers et tout à coup derrière moi, un éclair luit, des cris retentissent et me retournant j'aperçois contre le grillage électrifié 3 corps noircis et tordus comme de gros insectes pris au piège d'une toile d'araignée. Sur ces 3 malheureux, le discours d'accueil a eu un effet immédiat. J'ai à peine tressailli devant l'horrible spectacle, et je reprends la tête de la colonne qui ne s'est pas arrêtée pour autant. Je repense à mon émotion et à ma peine quand, en mai 1940, le premier tué de ma compagnie est tombé à mon côté frappé d'une balle de mitrailleuse. La perte subite de 2 des 3 êtres que j'aime le plus au monde a opéré en moi un changement radical du comportement. La baraque qui nous est affectée est neuve. Tout y est propre. Les bâtis qui sentent bon le sapin frais, et leurs 3 couchettes superposées avec des paillasses et des couvertures qui n'ont pas encore servi. Notre équipement est complété par un manteau de fibrane rayé, une coiffure que les anciens nomment mutz et qui tient de la toque et du béret, une gamelle qui ressemble à une petite cuvette, une cuillère en bois car ici la possession d'objets métalliques est proscrite, et enfin une petite bande de toile marquée à notre numéro matricule respectif, frappée d'un triangle rouge surchargé d'un triangle jaune. Il nous faudra coudre ce signe distinctif sur le vêtement, en haut et à gauche de la poitrine. Le repas est servi ici, par le chef de baraque qui puise dans un baquet une mesure de soupe, qu'il verse dans la gamelle que lui tend le prisonnier de la main droite pendant qu'il présente son bras gauche à un assistant qui note le numéro. Les anciens s'arrangent pour être servis dans les derniers car au fond du baquet, la soupe est plus épaisse et même, quelquefois, on peut être l'heureux bénéficiaire d'un morceau de viande. L'affectation des couchettes comporte aussi une astuce. Il faut éviter les couchettes médianes ou inférieures, bien qu'elles soient plus pratiques, car elles comportent l'obligation d'une couverture parfaitement tendue et au carré. Les couchettes supérieures, elles, sont à l'abri du regard du SS à qui il prendrait l'idée d'inspecter la baraque. Je fais mon apprentissage de concentrationnaire. Le lendemain matin, nous sommes reconduits au KB pour y passer la visite et être vaccinés. Les infirmiers piquent, inoculent à tour de bras, mais aucun d'eux ne peut ou ne veut dire contre quelles affections nous sommes censés être immunisés. Un peu plus loin, 5 médecins, stéthoscope à l'oreille, auscultent les nouveaux bagnards. À l'expression ou à l'accent, je reconnais parmi les praticiens un Allemand, un Polonais, un Hongrois, un Grec et un Français. C'est bien sûr vers ce dernier que je me dirige. Il est sympathique, paraît avoir la quarantaine, et derrière ses lunettes cerclées de métal, ses yeux irradient une grande bonté. À voix basse, il se présente. Robert Hertz, professeur à la faculté de médecine de Strasbourg, puis il m'invite à répondre discrètement à ses questions. Qui es-tu? D'où viens-tu? Comment as-tu été arrêté? Puis il ajoute. Méfie-toi ici, ne parle pas trop et si un jour tu as un problème, viens me trouver. Dernière recommandation, déclare une profession manuelle. Fort de la précieuse indication du professeur, quand dans l'après-midi se forment les commandos, j'indique que je suis mécanicien et aussitôt je suis affecté au commando 147 comme Schlosser, serrurier. Je vois partir des camarades, un pianiste virtuose, des avocats, un joaillier, un médecin qui ne parle pas allemand, vers des commandos de terrassiers ou de poseurs de câbles. Le commando 147 a pour chef un Polonais au type asiatique. Il porte le triangle rouge des politiques et se nomme Pawlek. C'est un homme de taille moyenne, trapu, râblé et dont les yeux gris-bleus lancent un regard dur et cruel. Il parle assez bien l'allemand et dès notre premier contact, il ne nous cache pas son aversion pour les Juifs, les Français et les Anglais, par atavisme pour les premiers et en raison de l'abandon de septembre 1939 pour les autres. Tout l'après-midi, Pawlek nous initie au commandement de la manœuvre à pied en allemand, Ingrischritt. Marsch. Linksabteilung. Et, aux particularités de la marche des bagnards, on ne balance pas les bras, on n'allonge pas les jambes, on n'attaque pas le sol du talon, on pose le pied à plat et surtout au glapissement de Mutzen. AB et Mutzen. Ouf. On enlève et on remet sa coiffure devant les SS.
Dimanche, l'instruction s'est poursuivie et l'après-midi les Français du camp, informés de l'arrivée de compatriotes, sont venus nous voir, pensant trouver parmi nous des amis, des parents ou des camarades de combat. Chacun nous presse de questions sur la situation de la guerre, sur la vie à Paris ou dans les autres villes de France. À mon tour, j'interroge les visiteurs et surtout l'un d'eux qui attire ma sympathie. C'est un petit homme au visage émacié dont le matricule est étonnant, 40 800. Son nom est Pearson. Il était négociant en charbon à Rouen et il est l'un des rares survivants des tout premiers déportés à Auschwitz en 1941. J'apprends par lui que le commandement SS a été changé depuis 6 mois environ, et que les conditions de vie des déportés ont été considérablement améliorées. Au moment de l'assèchement des marais et de la construction des camps, chaque commando ramenait chaque soir plusieurs cadavres du travail. À l'usine de Liger Farben, des dizaines de bagnards ont été coulés avec le béton dans les grandes dalles. Si un déporté oubliait de se découvrir devant un SS, celui-ci jetait au loin la coiffure de l'étourdi et lui ordonnait d'aller la ramasser. Pendant que l'infortuné y courait, le reître l'abattait d'un coup de revolver. La moindre peccadille était sur le champ punie de mort. Maintenant, au contraire, le potentiel main-d'œuvre est soigné à l'infirmerie pour les bobos. Les malades, eux, ne le sont pas et sont désignés pour la chambre à gaz au cours des sélections qui ont lieu à peu près chaque mois. La défaite de Stalingrad a été pour nous une excellente opportunité car la Wehrmacht a récupéré les hommes qui lui font défaut dans les ateliers et les usines. Ils ont même pris dans les camps les ressortissants allemands, qui y purgeaient une peine de droit commun de travaux forcés à temps. De sorte que, désormais, les déportés sont admis à travailler dans les ateliers. C'est ainsi, me dit-il, que vous êtes devenu Schlosser. C'est une excellente affaire pour la trésorerie des SS car Liger Farben paie le louage de nos services et paie 3 fois plus pour un ouvrier professionnel que pour un manœuvre. Monsieur Pearson est un interlocuteur passionnant. Il m'apprend encore que la survie dépend du commando. Un terrassier ou un poseur de câbles est voué à la mort dans le délai de 2 à 3 mois. Les SS ne s'en préoccupent pas car l'Europe est pour eux une réserve de main-d'œuvre quasi inépuisable. Au début, il n'y avait ici que des Allemands et des Autrichiens, puis des Polonais, juifs ou non, quelques Norvégiens et Danois. Ensuite sont arrivés des Hollandais, des Belges, des Luxembourgeois, des Hongrois, des Roumains et des Grecs, et enfin depuis 15 mois environ des Français. Il y a aussi quelques Russes. Ils sont reconnaissables car ils portent le triangle noir des saboteurs. Le triangle vert désigne les condamnés de droit commun, le triangle rouge les politiques et le triangle jaune les juifs. Il existe aussi le triangle rose pour les homosexuels, mais ici vous n'en verrez pas. Le nouveau commandement a créé, il y a peu de temps, une baraque bordel mais elle est réservée aux non-juifs et surtout aux droits communs, qui sont les seuls à recevoir des tickets. Mais vous verrez, ajoute le Rouennais, ce n'est pas cela qui vous travaillera. L'essentiel ici, c'est d'avoir un bon commando où le travail n'est pas pénible et dans un atelier chauffé, et ensuite de conserver un bon moral. Si vous vous persuadez que vous en sortirez, vous tiendrez le coup. J'ai la volonté de tenir le coup, et j'espère que le commando est bon en dépit de l'hostilité de Pavlek. Pour l'instant, Pavlek s'agite, m'arrache à mes pensées, fait ranger des gens par rang de 5, compulse sa liste, 45 ouvriers et 2 contremaîtres, ses assistants. Les colonnes s'ébranlent et marchent au pas cadencé vers la sortie du camp. Notre tour va venir. Je vais bientôt commencer à connaître les travaux forcés. Chapitre 2. Comme un capitaine à la tête de sa compagnie, le capot Pavlek marche seul devant son commando. Chacun règle son pas sur le sien et les 2 contremaîtres, les Vorarbeiter qui ferment la marche, donnent la cadence. L'un crie en allemand links. Links, l'autre braille en polonais le va. Le va. Quand nous passerons devant les SS, c'est Pavlek qui donnera l'ordre de se découvrir et l'un des contremaîtres, celui de reposer sa coiffure. Nous marchons maintenant sur l'allée centrale, dont la neige a été déblayée sur les bas-côtés. Comme tout le commando, je tiens ma gamelle serrée sur le côté gauche, et je m'oblige à garder le bras droit immobile. En approchant de la porte de sortie, j'entends une musique militaire typiquement allemande qui va crescendo à chaque pas. À grand renfort de grosses caisses et de cymbales, les cuivres attaquent Wir sind Kameraden, cette marche que j'ai souvent entendue dans les rues de Paris.
Devant l'abri de l'orchestre, immobile et au garde-à-vous se tiennent le professeur Hertz et 2 infirmiers. Il me revient que M. Pearson me l'a indiqué. Tout homme qui boite, claudique ou clopine est extrait des rangs par le médecin de service car au contrôle, il serait refusé par le préposé de l'IG. Farben. J'aperçois maintenant à une centaine de mètres une haute estrade couverte d'indais et sur laquelle je distingue 3 officiers SS et 3 civils qui comptent et qui notent. Nous nous rapprochons et les assistants de Pavlek multiplient les links. Links. Car les pires châtiments sont promis à celui qui ne marcherait pas au pas devant l'aréopage. Tout à coup, je n'en crois pas mes oreilles. L'orchestre joue maintenant l'un des airs les plus populaires en Angleterre, Roll Out the Barrel, cette marche illustre qui fut un peu l'hymne favori des Tommies pendant la guerre. Comme toutes les marches militaires britanniques, Roll Out the Barrel est un air très dansant et tous les bals populaires y ont recours pour chauffer l'ambiance. Cette musique inattendue m'a presque mise en joie en considérant le burlesque de la situation et je réprime mon sourire quand Pavlek hurle « Moudson ». Ab. En un geste éclair, j'ai saisi ma coiffure de la main droite et je continue à marcher la tête et les bras immobiles, mais les yeux en coulisses vers l'estrade. Le capot annonce à haute voix « Commando 147 avec 48 ouvriers professionnels ». Un SS et un civil comptent au passage et semblent d'accord. Moudson. Ouf. Nous nous sommes engagés maintenant sur une route grillagée de part et d'autre. Sur les poteaux de petits écriteaux rappellent aux éventuels fugitifs Hoche Spannung, haute tension. Nous avons abandonné le pas cadencé, et j'échange quelques mots avec mes voisins. Cette route que nous avons empruntée est en quelque sorte le couloir grillagé qu'on peut voir dans les cirques, et qui conduit les fauves de leur cage jusqu'à la piste où ils doivent travailler. Le commando n'est pas uniquement composé de nouveaux arrivants. Il y a des anciens qui sont en majorité polonais. Mon voisin, un jeune homme d'environ 25 ans est sympathique et à la question que je lui pose en allemand, il me répond dans un français impeccable. C'est un étudiant à l'université de Varsovie, bénéficiaire du numerus clausus, qui préparait une licence de français. À rencontre de ses compatriotes, il n'est pas anti-français, ses études lui ont fait aimer et apprécier notre pays bien qu'il n'ait jamais eu la chance d'y venir. Son nom est Abba Feingold, et il m'affirme que si nous avons la chance de sortir un jour de cet enfer, il viendra me voir à Paris. L'usine est distante du camp de plus de 2 kilomètres, et pendant la demi-heure de chemin nous avons le temps et le droit de bavarder. J'apprends ainsi que l'usine dans laquelle nous nous rendons est l'une des plus importantes d'Europe. Pour les Allemands, elle est fort bien située car ils la considèrent comme invulnérable, hors du rayon d'action des bombardiers anglais ou américains, hors de portée aussi de l'aviation russe considérée comme négligeable. Le complexe IG Farben d'Auschwitz a environ 5 km de long sur 2 de large et sa vocation est la fabrication habituelle des produits colorants, mais ici il y a en plus des fabrications spéciales, le buna, caoutchouc synthétique, le méthanol, carburant synthétique, le carbite, le carbure de calcium qui sert à fabriquer l'acétylène, diverses matières plastiques extraites de la houille. La matière première est ici à pied d'œuvre car les mines de charbon de Jaworzno et de Janina Grub sont toutes proches. Des déportés travaillent dans ces mines de même que dans les mines de sel, et ils envient le sort de leurs camarades de Monowitz qui meurent peut-être autant mais plus proprement. Feingold est un Cicérone attrayant et documenté. En quelques minutes il a su brosser pour moi un fidèle tableau de ce qui sera désormais mon univers quotidien, mais je l'interroge encore sur le personnel que l'IGF occupe. Cela tient de la tour de Babel et de la fourmilière. Il n'y a qu'une partie de l'ensemble qui est construite, environ la moitié. Il y a donc toutes les entreprises qui sont chargées de construire le reste. Pour la plupart, elles ont amené leur personnel. Les meisters, les chefs d'équipe, sont allemands mais les ouvriers viennent de tous les pays d'Europe et sont des travailleurs libres. Il y a aussi une compagnie de Français en uniforme avec des capotes vertes, qu'on appelle les jeunes du maréchal. Encore un petit commando d'une 50aine de prisonniers de guerre anglais, et puis, bien sûr, les centaines de paysans polonais qui viennent des villages voisins et enfin les milliers de déportés comme nous, 5000 environ. Tout cela représente au moins 15 000 personnes. Quand un peu timidement, je demande à Abba Feingold si l'on s'évade d'Auschwitz, il a un sourire dubitatif. Certes, les tentatives ont été nombreuses mais pratiquement tous leurs auteurs ont été repris et pendus. Seuls des Polonais qui connaissent bien la région,
bénéficiant de complicité extérieure, pourrait tenter une évasion à condition de pouvoir gagner les Beskides, le massif montagneux qu'on aperçoit au loin et où, dit-on, se cachent des maquis de partisans. Il est impensable qu'une évasion puisse se faire du camp, mais seulement à partir de l'usine, bien que chaque catégorie de travailleurs ait sa propre porte. Tenez, dit Abba, voilà la nôtre, seuls les déportés peuvent l'emprunter. Il y a celle des paysans polonais, celle des travailleurs libres, celle des militaires et celle des sommités qui ne sortent qu'en auto. À chaque sortie, le contrôle est rigoureux et les laissez-passer sont sévèrement vérifiés. Nous étions maintenant dans la Buna, comme les initiés nomment l'usine. De toutes parts, de vastes bâtiments industriels, terminés ou encore en cours de construction. Les de tranchées reçoivent des câbles ou des canalisations. Au milieu des larges rues, sur des piles de béton, des viaducs métalliques qui rappellent le métro aérien portent des tuyauteries qui de place en place laissent échapper des jets de vapeur. Plus loin, j'aperçois d'énormes serpentins et des condensateurs gigantesques, de vastes réservoirs et des gazomètres qui me remémorent une raffinerie de pétrole que j'avais visitée avant la guerre. Des locotracteurs tirent des trains de wagonnets au milieu d'une foule bigarrée qui s'agite dans tous les sens, tandis que des SS menaçants surveillent d'un œil attentif la mise en train de leurs esclaves. Nous entrons dans un atelier clair et propre garni de rangées d'établis. La partie gauche est déjà occupée par des civils, la partie droite est réservée aux bagnards et le milieu est occupé par des machines-outils. Le capot Pavlek distribue le travail et constitue les équipes qui vont travailler dans d'autres locaux. Je n'aurai pas la chance de travailler dans cet atelier plaisant, où il règne une agréable température. Je suis désigné pour faire équipe avec un petit juif polonais, qui répond au nom de Shmulek. Mon collègue est un petit bonhomme qui a certainement à peine la trentaine. Il a la mine chafouine et dans son visage tout est fuyant, le front, le menton et le regard. Nos rapports seront limités car il ne parle que le polonais et le yiddish, mais il comprend mon allemand. Pavlek remet à chacun de nous une clé plate et une clé coudée, puis nous fait conduire par un de ses aides sur le lieu de notre travail. 3 bâtiments plus loin se dresse une grande construction dont les aménagements intérieurs ne sont pas achevés. Dans le centre de l'édifice, des réservoirs verticaux occupent une trémie pratiquée du rez-de-chaussée au 4e étage et sont entourés de clés métalliques formant paliers. Nous n'allons qu'au 1er étage dans une partie vide et déserte, mais où plancher et plafond sont en béton. Au milieu de la pièce brûle un brasero et contre les murs se trouvent des plaques de tôle et des caisses pleines de boulons et d'écrous. Notre travail consistera à assembler les plaques de manière à former des armoires. Il y en aura de hautes et de basses, et il faudra ensuite fixer les hautes sur les basses. Le sous-capot nous quitte, et je me mets au travail. Je suis plutôt satisfait de cette occupation de manœuvre débutant, qui n'évoque en rien le dur labeur du bagnard. Au bout d'1 heure j'ai déjà bien travaillé, et mon coéquipier Shmulek m'invite à tempérer mon ardeur. Il a probablement raison, et je m'accorde quelques minutes de repos. Il serait évidemment ridicule. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.